Si vous aviez un doute, si vous aviez un doute, recording in progress. Mais ça va, elle comprend aussi un peu le français, Madame Zoom. Voilà. Et je vais partager mon écran. Voilà. Bonsoir Véronique également. Philippe, vous avez le bonjour de Véronique. Il ne le veut pas, il l'aura. Donc les Chaim, celles et ceux qui nous rejoignent, oui, tout est enregistré de toute façon. C'est un petit peu comme la vie. Aïnova, un œil qui entend, un œil qui voit plus tard. Ok, donc pour ceux qui étaient venus la dernière fois au cours qui avait eu lieu chez la famille Arfi, qui était également très chouette, la famille, pour c'est vous qui en êtes juge, et on avait parlé de la question du racisme. Comment apprendre à bien être raciste, c'est-à-dire il y a des règles, hein, pas être raciste comme ça n'importe comment. Donc on s'était renseigné, voilà comment légitimer le racisme en étant complètement à l'aise. Ça vraiment ce qui est important, en se basant sur des textes de référence pour pouvoir briller en société. Par exemple, si vous avez une soirée qui est organisée par le Ku Klux Klan, par exemple, vous devez avoir 2-3 références. Et donc, c'était un peu le projet. Ce soir, c'est pas le racisme, ça c'est bon, on est formé. Maintenant, c'est la manipulation. La manipulation, c'est important d'avoir quand même des références pour pouvoir justifier d'être parfois un sale type, mais en se basant sur des textes qui nous permettent de pouvoir nous dédouaner de toute mauvaise conscience. Et ça, c'est important. Donc, la manipulation, c'est l'art donc, de faire aux gens ce que l'on veut, tout en restant tout étant complètement propre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Il se trouve que la paracha de cette semaine, elle est quand même bien chargée à ce niveau-là. Et après, on se dit finalement, moi, c'est pas si mal, en fait. Quand on voit, pour paraphraser Coluche, grand sage de l'histoire, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Et comme quoi, vous voyez que c'est un cours qui est très éclectique. Je permets de citer beaucoup de sources. C'est le mieux que j'ai. Coluche, ça va être après. Tout ce qui sera, ce sera après. Il y aura d'autres rabbins. Comment? Il y aura d'autres rabbins après. Après, ce sera des rabbins, mais plus classiques. Donc, on a au début, au début, ça commence avec la naissance d'Esav et Yaakov, et on nous annonce un petit peu le tableau. D'abord, très important dans une famille, si vous voulez qu'elle soit équilibrée, il faut que chaque parent sache qui il aime. Pas que les parents aiment tous les enfants en même temps. Sinon, après, on commence à être une famille équilibrée. C'est un problème. Nous, on n'a pas des modèles comme ça chez nous. On a Yaakov qui préfère Yosef, on a Rivka qui préfère Yaakov, on a Israël qui préfère Esav. C'est tout à fait normal, bien sûr. C'est toute famille équilibrée se doit d'avoir un parent qui aime l'un et qui aime l'autre. Comme ça, ça peut créer des traumatismes très profonds et ça permet de donner du travail à Chaya, à des personnes qui peuvent bénéficier donc de gens déséquilibrés. Et ça, eh bien, on peut en plus avoir des sources. C'est ça qui est bien. Donc, vous avez une personne qui dit moi, j'aime pas mon fils parce que regarde, on voit bien qu'il y en a un qui aime un et l'autre. Donc, voyez, Yitzhak et Esav. Yitzhak aimait Esav. Et c'est là où on a le véritable génie. Pourquoi est-ce qu'il aimait? C'est ça qui est beau. Kitsaïd Befiv, littéralement, ça veut dire parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche. On est quand même. Donc là, par exemple, moi j'aime bien Philippe parce que je mets du gibier dans ma bouche dans pas longtemps et ça me provoque un petit quelque chose. Donc on est sur un texte qui, dénué de commentaires, est quand même étrange. Rivka Ohevet et Yaakov et Rivka, elle aime Jacob. Il n'y a pas écrit pourquoi. Rivka, elle est moins. Voilà, juste elle aime. C'est dommage. Oui, c'est dommage parce que juste elle aime comme ça. Bon, tant pis. On préfère qu'elle aime parce que, par exemple, voilà, il pense bien, par exemple. Mais non, juste elle aime, pourquoi pas. Heureusement, on a le Tanakhouman, Midrash Tanakhouman qui nous dit mais non, c'est pas ça. T'as pas compris. C'est beaucoup plus simple que ça. Si Yitzhak, il aime Esav, c'est pas
parce que il lui donne du génie dans la bouche, c'est parce qu'il le manipule, c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Donc, et le Midrash Tanhuma nous dit pourquoi est-ce que Israël aimait ça plus que Jacob, quitte Saïd, le fils, parce que il savait chasser avec sa bouche, il savait donc manipuler avec sa bouche, et donc quelque part, Yitzhak n'est que la victime de Esav, qui sait comment l'attaquer, qui a compris comment manipuler son papa, et qui lui montre la partie qu'il aime lui montrer. On a d'ailleurs pas mal de commentaires qui disent, mais attends une seconde, il manipule que Yitzhak, et Rivka, il s'en fiche. C'est sa maman quand même. Et Rivka, elle s'en fiche que son mari soit manipulé, elle lui dit pas. Alors, on a après plein de commentaires qui essaient de répondre à ces questions. Il va dire non, il ne fallait pas lui faire de la peine. L'autre va dire il ne le faisait que lorsqu'il était qu'avec son père, etc., etc. Mais elle n'est pas aveugle, et donc elle n'a pas le moyen de pouvoir le prouver, mais elle sait que son fils se joue de son papa. Donc, une famille qui est plutôt équilibrée dans l'ensemble. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez, une question qui est posée à ce moment-là qui est vraiment chouette, que j'ai découvert tout à l'heure. Qui est, on a un célèbre adage dans les Pirkei Avot qui nous disent que quel est l'amour qui est durable? C'est celui qui n'est pas lié à quelque chose. C'est lorsque, on appelle ça Ahava Tluya Bedavar, un amour qui est lié à quelque chose. Donc, si on a un amour qui est lié, par exemple, à la richesse de quelqu'un, si la richesse s'en va, du coup, la dame s'en va aussi, ou le monsieur s'en va aussi. Si par contre, c'est lié à rien de particulier, donc c'est quelque chose qui va être plus durable. Et là, oui, c'est bien. Regroupez-vous dans ce cas-là. Désolé. Voilà. Si vous avez entendu ça, je suis désolé. Le Birkat Asher, lui, il dit, mais regarde, effectivement, les Pirkei Avot nous disent que l'amour, ça ne peut pas être un amour durable s'il est lié à quelque chose, et pourtant, le Torah nous atteste que Yitzhak aimait Esav. Pourquoi? Parce que, soit parce qu'il est chassé et qu'il lui donnait à manger souvent, soit parce qu'il faisait des petites attentions, soit parce qu'il le manipulait, quoi qu'il en soit, il y a quand même écrit qu'il aimait. On a dit que l'amour, il ne peut pas tenir dans ces conditions. Et la Torah atteste qu'il aime. Alors, c'est quoi cette histoire? Et donc, le Birkat Asher, qui est assez futé, dit la chose, il dit, mais regardez bien le temps des verbes. Il y a deux temps qui sont employés pour les deux personnes. Il y a écrit Vayehav Yitzhak et Esav. Vayehav, c'est du futur inversé. Donc, c'est du passé. C'est du passé. Donc, Yitzhak a aimé Esav parce qu'il quittait ma fille. Rivka, Ohevet et Yaakov. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de condition mentionnée pour Rivka, c'est du présent. C'est Ohevet, c'est du présent. Donc, là, effectivement, lorsque c'est lié à un événement particulier ou à une raison particulière, si la raison s'en va, eh bien, à un moment, effectivement, ce type d'amour-là a du mal à s'accrocher et à durer. Mais effectivement, Yitzhak, il a eu un rapport avec Esav qui a été fluctuant. Et c'est pour ça que le terme qui est employé, c'est une sorte d'imparfait. Yitzhak préférait Esav, c'est-à-dire qu'en fait, ça a pu changer un peu plus tard. Alors que par rapport à Rivka et Yaakov, Rivka, Ohevet et Yaakov, alors que l'amour inconditionnel de Rivka était donc inconditionnel, donc un présent durable. Allons-y pour la premier round, première manche dans la leçon de manipulation. C'est Yaakov qui va, alors qu'il est encore tout jeune, ça commence très jeune ces choses-là, Yaakov qui va faire en sorte de gagner le droit d'aînesse. Vous connaissez tous l'histoire. Pour un plat de lentilles, ce qui n'est pas cher payé du reste. Vayazed Yaakov Nazid Vayavo Esav Minasadev Oyev. Un jour, Yaakov faisait cuire un potage, il paraît que c'était d'anticorail peut-être. Il semblerait qu'il y avait un petit peu de noix de muscade, mais le texte ne le dit pas. Donc Yaakov faisait cuire un potage et Esav revenu de la chasse et il était fatigué. Donc on a plein de commentaires là-dessus qui disent ça veut dire quoi, il revenait de la chasse. En fait, il venait de commettre son premier meurtre et donc il y avait une partie de lui qui s'était un petit peu éteinte et il cherchait justement à pouvoir créer du lien.
Bref, c'est un peu terrible parce que du coup, la seule fois où il essaie de créer du lien, on est dessus. Bon, quoi qu'il en soit, il revient de la chasse, il est fatigué. Il est fatigué. Alors, cette fatigue-là, c'est une fatigue qui est physique, mais c'est aussi une fatigue émotionnelle et spirituelle parce qu'il a trahi, il a cassé quelque chose en lui. Et Vayomer Esav el Yaakov, Halaïtenina, Minadom Adomazé, s'il te plaît, nourris-moi de ce rouge, de ce mets rouge-là. Donc, peut-être que c'était un côte du Rhône, peut-être, ou alors peut-être que c'était simplement des lentilles corail. Qui arrive à nourrir car je suis fatigué, comme disait John Café pour ceux qui ont vu la ligne verte. Alken Karachemo Edom, c'est pourquoi on l'a appelé Edom. Ceux qui ont vu la ligne verte ont réagi. Ouais. Ceci dit, pour ceux qui n'ont pas vu la ligne verte, bah, du coup, ça s'est passé à côté. Mais John Café, comme le café, par contre. De mémoire bénie d'ailleurs, en rappelant que ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de ce Raoul Verdi. Donc, il donne-moi ce rouge-là, Yaakov, bien sûr, comme un bon frère, il dit, bah non, pourquoi je te donnerais à manger pour rien? Je suis pas fou, moi. Mais Yaakov, mais non, donne-moi plutôt ton droit d'aînesse. Donc, encore une fois, on peut ici mesurer l'équilibre de la famille. On a deux frères qui ne sont pas du tout en compétition et qui ne se disputent jamais, et encore moins pour savoir qui est le premier, qui est le plus fort, etc. C'est ça qui est beau. Et il dit, non, je ne veux pas te donner à manger pour rien. Avant-moi plutôt ton droit d'aînesse, c'est mieux. Bien sûr, leçon à apprendre, si une personne a faim et qui vient me voir, ne lui donnez pas à manger, essayez d'en tirer profit, c'est mieux. Et Sav qui répond, certes, je marche vers la mort, toujours de belles pulsions. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ce droit d'aînesse? Donc finalement, on est tous en train de mourir, tu me poses de choses de la vie. Droit d'aînesse, pour moi, c'est loin tout ça. Moi, je suis loin de tout ça, j'en ai pas vraiment besoin. Écoute, si tu veux manger, jure-le-moi. Jure-le-moi que tu vas me donner ton droit d'aînesse. D'ailleurs, soit dit en passant, alors ça n'est pas lié au commentaire qu'on va voir plus tard, mais c'est quoi cette idée de droit d'aînesse? J'ai beau, on me l'a expliqué, et depuis que je suis tout petit, mais c'est quoi ce concept de droit d'aînesse? Je vais te vendre mon droit à être ce que je suis. C'est un état. Je ne peux pas te vendre. Vends-moi tes yeux. Maintenant, si tu me vends tes yeux, maintenant les miens ils seront bleus. Ben non, c'est pas possible. C'est un état. Je ne peux pas être ce que je suis. Ben, c'est pas possible. Mais apparemment, ça va. Donc, il lui dit, OK, Yaakov, J'ai pas le droit. Je suis plus rabbin. Ici, celui qui est devant l'ordinateur, il peut. Mais après, je te passe l'écran. Donc Yaakov, il dit, j'avais jure-le-moi aujourd'hui, et il lui jura, il vendit donc son droit d'aînesse à Jacob. Donc là, c'est la Torah qui reprend ce rôle de narrateur et il dit, voilà ce qui s'est passé. Et Yaakov et alors Yaakov donna à son frère du pain et un plat de lentilles. Vayochal vayesh, il mangea et il but. Des informations, encore une fois, très importantes, à savoir, Vaïvez Esav et Abechora, et à ce moment-là, Esav, ça vient du mot la bouse, qui veut dire donc mépriser, base, comment? La bazardée. Oui, alors base, qui veut dire mépriser. Vaïvez Esav et Abechora, donc Esav méprisa ce jour-là son droit d'aînesse. Alors c'est assez intéressant. Il n'y a pas écrit qu'il a vendu, même s'il l'a vendu. Ce que la Torah atteste, par contre, c'est que au-delà de la question de savoir si effectivement, oui ou non, il l'a vendu, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il en a. Il a raté, non? La boue, c'est vraiment base, c'est vraiment l'idée de mépris. Oui, c'est méprisé par le fait qu'il l'a vendu à Oui, c'est ça. C'est une forme de mépris. Il a mangé, il a bu, il a mangé, il a bu, il est parti. C'est vraiment, il s'en fiche complètement. C'est vraiment une forme de mépris complète par rapport à ce concept-là. Mais encore une fois, mais encore une fois, sans vouloir défendre les saves, hein, pas du tout. Mais je vois pas. Encore une fois, je comprends pas le concept de vendre. C'est comme si je te disais, vends-moi, oui, vends-moi ton âge. Et c'était valable que parce qu'ils étaient des gémeaux.
À la rigueur, ça peut se Non, comprendre. parce qu'ils sont jumeaux, c'est parce qu'il est né, non? C'est le premier qui a été conçu, machin. Non, mais s'ils avaient 10 ans de différence, non. Là, apparemment, ils admettent tous les deux qu'il y en a un qui est né parce qu'il n'est pas né, ils lui vendent son droit d'aînesse, c'est parce qu'ils sont jumeaux, c'est parce qu'ils vendent son droit d'aînesse. Mais en fait, concrètement, le droit d'aînesse, moi je parle d'âge, tout ça, mais ça a une valeur, en fait, c'est une valeur pécuniaire. Le droit d'aînesse, c'est ce qui se joue ici. Bon, moi, ça ne me touche pas à la manipulation, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais ce qui se joue ici, c'est le fait que le droit d'aînesse, ça a une valeur, c'est une valeur financière. C'est le droit d'hériter double part par rapport au cadet. Donc, ça a une valeur concrète. Alors, du coup, pourquoi est-ce que ça pourrait dire, ça ne me dérange pas de te vendre mon droit à hériter double part? Pourquoi est-ce qu'il dirait ça? Il répond à cette question. Il dit, il dit, en fait, moi, je suis tous les jours en train de mourir un peu plus. On se dirige le jour quand on vit. La vie, c'est la maladie la plus incurable. Donc, tous les jours, on se dirige vers sa propre mort. Il dit, donc, en fait, toi, tu veux savoir où est-ce qu'on sera dans 40 ans quand mon père est décédé. Déjà, je pourrais penser à ça. Et en plus, même lorsque ça arrivera, j'aurais construit ma vie, je n'aurai pas besoin d'hériter de l'autre. Je m'en fiche d'hériter de l'autre, c'est dans longtemps tout ça. Donc, moi, à la rigueur, on n'a tellement rien à faire. C'est tellement le jour d'aujourd'hui qui compte, et c'est vraiment ça le credo de Esav, c'est le YOLO. On ne vit qu'une fois, et donc lui, il est tellement dans ce credo-là que finalement, il se dit, bon, tu me parles de savoir ce qui va se passer dans un certain temps, savoir si j'aurais été de vous part. Premièrement, je n'ai pas besoin d'hériter pour être riche, donc je me construis tout seul. Et deuxièmement, à chaque jour suffit sa peine. Moi, aujourd'hui, j'ai faim, je mange, on verra plus tard. Moi, investir sur l'avenir, c'est pas mon dada. Alors, il n'a pas dit comme ça à l'époque, son dada, c'est pas une nomenclature précise. À l'époque, il n'y avait pas de dada. Mais passons. Ok, donc YOLO, c'est voici, je suis en train de mourir. Et à quoi me servirait le droit d'aînesse? C'est vraiment l'idée de se dire que Esav, pour lui, qu'est-ce que peut représenter le droit d'aînesse? Il peut représenter l'héritage de la bracha d'Abraham. Donc, ça veut dire en fait d'être celui qui va devoir représenter la doctrine d'Abraham. Ça n'intéresse pas les races. Surtout qu'encore une fois, il vient d'après un midrash, il vient de briser profondément son lien avec sa tradition, puisqu'il vient d'après certains, de commettre un meurtre. Donc à ce moment-là, il n'est pas exactement dans l'idée de ce qui va se passer dans le monde futur. Tout ça, c'est pas vraiment sa priorité absolue. Donc, tu me parles d'héritage, tu me parles d'avenir, tu me parles de monde futur, tout ça, c'est pas des choses qui aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il dit vends-le-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important que ce soit aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que tu vas prendre cette décision si tu veux rester attaché à la famille ou pas. Dans le plat de lentilles, il y a véritablement l'idée de l'héritage, parce qu'on a cette idée du plat de lentilles qui est le plat du deuil, qui d'après un autre midrash, vient nous expliquer que Yaakov et Esav, ou plutôt Yaakov, étaient en train de préparer un plat pour son père, parce que son père était endeuillé et que c'est un plat de lentilles, donc comme c'est le plat qu'on a l'habitude de préparer pour le deuil. Ça peut être des olives, ça peut être des œufs, ça peut être des lentilles. C'est comme ce qu'on fait le soir de Tisha B'Av. On prépare un plat qui est rond et qu'on donne à manger aux endeuillés. Donc c'est Yaakov qui le prépare pour son père. Et là, donc Abraham vient de décéder. Dieu l'aurait fait décéder pour ne pas qu'il puisse voir son petit-fils Esav tourner à ce point et commettre un meurtre. Donc il décède juste avant. Et dans le deuil, c'est Yaakov qui prépare ce plat de lentilles. Donc, il y a véritablement un choix qui est à faire ici. On est en train de parler de l'héritage d'Abraham. Où est-ce que tu te situes? Michera Chayom, c'est quoi le jour? C'est la question du jour qui est en question. C'est la question de l'immédiateté et du temps. Et quand on parle du jour, il y a le monde futur est appelé le monde du jour qui dure. C'est-à-dire c'est un très long jour. C'est un jour qui n'est pas touché par la nuit. Donc, c'est le monde du jour. Donc, Michera Chayom, il s'agit de pouvoir décider dans le jour ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu veux toujours être l'aîné? Est-ce que tu veux toujours représenter? Et il lui dit, Agnol Achlamou, dans tous les cas, vu ce que j'ai fait, moi, je suis déjà en train de mourir. Donc, le monde pour le monde futur, il m'est déjà inatteignable. Donc, il me reste que ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, je n'ai pas besoin de cet héritage-là, puisque je me suis déjà distingué de celui-ci. Et n'empêche quand même, malgré les explications, que Yaakov est quand même en train de lui piquer son droit d'aînesse. Donc, il est en train, je ne vais pas dire c'est pas au regard de ces explications-là, c'est pas
autant de la manipulation, mais quand même, il est en train de tirer sur la vulnérabilité, à manipuler sur la faiblesse de son frère pour arriver à en tirer quelque chose. Mais bon, encore une fois, la Torah nous dit pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il a bu, qu'il a mangé et qu'il s'est levé? C'est pour montrer que, indépendamment du contexte, c'est son, comment ça, Montus operandi, c'est sa manière d'opérer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui vit dans l'instant et qui n'est absolument pas dans la projection. Donc, il a mangé, il a bu, il est parti, c'est vendu, je m'en fiche. Et la Torah dit, c'est une marque de mépris vis-à-vis de l'héritage qu'il avait, en particulier ce jour-là. Ça, c'est pas Yaakov qui me dit, c'est la Torah. On a des moments où il y a des moments de style direct et des moments de style indirect. Les styles directs, c'est pour nous décrire l'échange qu'il y a eu. Le style indirect, c'est le jugement que la Torah porte sur l'échange qu'il y a. Et donc, c'est Esav qui dit, quand il dit Vayakom, Vayelach, Vayivez Esav, qui s'est levé, qu'il a mangé, il a bu, il s'est levé, il est parti. Lama Ze Liberora, à quoi bon me sert ce droit d'aînesse? Parce que je marche vers la mort. C'est là que Esav, lui, ne s'identifie pas dans cette nécessité d'être l'aîné. Il n'a juste pas envie, en fait, je ne vais pas dire de faire plaisir à ses parents, parce que s'il a envie de faire plaisir à son père, mais il n'a pas nécessairement envie de répondre aux attentes qu'on projette sur lui. Et ça, c'est l'aîné, donc il est celui qui va devoir guider le peuple. Et on retrouve du reste, on retrouve ça également dans la génération d'après, même quand Yaakov va avoir des attentes vis-à-vis des uns et des autres, on verra que Réhouven va trahir ses attentes. Yosef, je ne parle même pas. Donc, on a les aînés vont avoir tendance à ne pas nécessairement vouloir reprendre, comme les parents le veulent, le même flambeau. Et ça, en ce sens, il est complètement indépendant. C'est peut-être d'ailleurs même ici l'essence même de son nom. Il est assouï, il est fait, il est autonome, il est indépendant, il est une entité à part. Une entité à part, ce qui le met sur un piédestal par rapport à son frère, par rapport à son père Yitzhak. Il voit en lui la possibilité d'avoir une personne qui est tout à fait originale, qui va pouvoir développer complètement, non pas uniquement la suite de ce qui a été fait, mais véritablement d'une nouvelle manière la tradition qui lui a été donnée. Mais cet aveuglement pour cette originalité va faire qu'il va être plus sensible plutôt plus vulnérable à la manipulation de son fils. Rivka, quant à elle, vient d'un milieu où la manipulation est quelque chose qui est monnaie courante. On le voit dès la première fois qu'on rencontre les parents de Rivka, le frère de Rivka, c'est la base. On a vu dans la Parashat Chaïsra la semaine dernière que le moindre écart dans une erreur de formulation, où ils vont s'en servir pour retourner contre eux. On a Eliezer qui vient et qui dit voilà, maître m'envoie pour aller chercher une femme et donc il dit il bien sûr, viens, rentre. Et donc lui il pense que le fait de le faire entrer, c'est déjà une marque de respect, donc une volonté d'unir les familles. Donc il va donner tous ses cadeaux et après, lorsqu'ils reçoivent tout, ils rangent tout, ils disent maintenant, très bien, maintenant on va demander son avis à Rivka. Donc, si Rivka lui dit non, mais il leur dit, je rentre chez toi, merci pour les cadeaux, rentre chez toi. Donc, on a une famille qu'on retrouve à différents moments, on retrouve avec Laban à plusieurs reprises, comme on le verra un peu plus tard. On a une famille qui, elle, est habituée, en fait, à la vulnérabilité et à l'utilisation de la langue pour manipuler. Rivka est beaucoup moins sensible à ça. En fait, Esav, lui, il apprend, mais Rivka, elle est complètement insensible. Ce serait peut-être une des raisons pour laquelle elle n'est pas sensible au charme de Esav, qui le distingue. Yitzhak, lui, qui vient d'un milieu qui est plus je ne veux pas dire naïf, mais en tout cas qui est plus qui est moins formé à la roublardise, là, donc lui se laisse un peu mieux berner. Quoi qu'il en soit, on a dans cette paracha, donc on a ce premier passage qui est évidemment très fort, et on a bien sûr la fin où là c'est absolument terrible. Lorsque Yaakov, on va revoir en détail également, mais lorsque Yaakov va sous les ordres de sa mère aller prendre la bénédiction à son frère en se faisant passer pour lui, c'est absolument terrible. C'est complètement. Imaginez les enfants, asseyez-vous.
Alors, regardez. Les enfants, ce soir, je vais vous apprendre comment votre grand-papa a volé la plus grande bénédiction à son frère. En fait, son père voyait mal, il s'en est servi, il était malade. Apprenez bien, si un jour vous voulez quelque chose, utilisez les faiblesses, même si c'est vos proches, c'est important. Donc vraiment, grand message de pédagogie qui est envoyé à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il était méchant, tu comprends, ça va, quand il est méchant, c'est bon. C'est un vrai problème, c'est un vrai, énorme problème. Comment tu peux dire un truc pareil à un adulte, à la rigueur avec des pincettes et avec le commentaire, mais sans pincettes, c'est complètement fou de dire ça. D'autant plus que ça, c'est intéressant parce qu'on a dans nos textes des passages qui nous interdisent absolument, mais genre absolument à 10 000 km de faire un truc qui se rapproche, mais alors de loin de ça. On va voir qu'on a des textes qui s'opposent les uns les autres. C'est assez marrant de voir de quelle manière finalement ils arrivent à s'articuler pour pouvoir cohabiter. Mais on a des textes qui se jouent les uns les autres. C'est assez marrant. Donc le premier, c'est sur la question du mensonge. Ça peut aussi, pas nécessairement toujours du mensonge, mais ça peut aussi fricoter. Sur la question du mensonge, on a un passage dans la Gemara, Traité Baba Metzia, Daf Pezaïn, page 87, qui nous dit que dans la maison de Rabbi Ishmael, dans l'école, dans ce Beth Midrash, on disait Gadol Shalom, la paix c'est plus important que tout, parce que, d'où est-ce qu'on le sait? Parce que même Dieu il a menti. Oh là là, comment c'est possible? Ouais, Dieu ment. Ouais. Moi, je balance, moi, je débalance. Oui. Ouais. Ouais. En fait, la robe, elle était pas bleue et noire. Elle était marron et beige. Comment? C'est ce qu'on nous a fait croire, ça. En fait, elle était marron et beige. La paix est une cigogne. Donc, le Gadol Shalom, la paix, c'est tellement important que même Akadosh Baruch Hu, il a changé la vérité. Alors, le texte ne veut pas dire menti, pas non plus exagéré. Il a changé la vérité, c'est plus joli. Pourquoi? Il venait à Shalom. Il a menti donc pour préserver la paix. D'où est-ce qu'on voit? C'est un passage connu dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière. Paracha du reste de la bar mitzvah de Mendel ici présent. Et de moi aussi, c'est pas la pire des parachutes. Bref. Donc, d'où est-ce qu'on le voit? Non, pardon, c'est il y a 2 semaines. D'où est-ce qu'on le voit? C'est lorsque il y a les anges qui viennent dire à Sarah qu'elle va avoir un enfant, et Sarah, elle rigole, elle dit, oh là là, comment est-ce que je pourrais avoir un enfant alors que mon mari est vieux? Et finalement, je vous intervient chez Abraham. La vraie question reste pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu chez Sarah directement? Bref. La question bref, le problème. Et non, mais c'est une vraie question qui est posée, mais simplement. Donc, quoi qu'il en soit, il intervient chez Abraham et lui dit pourquoi Sarah, elle a ri? Comment tu veux que je sache? Je ne savais même pas qu'elle avait ri. Et qu'est-ce qu'elle a dit en riant? Elle a dit comment est-ce que je peux avoir des enfants alors que moi, je suis vieille? Donc Dieu, il dit pas que Sarah a dit que tu étais vieux. Il dit pourquoi est-ce que Sarah rit alors qu'elle a dit je suis vieille? Bon, ça pose d'autres questions, mais quoi qu'il en soit, le texte nous dit Baba Metzia, on a le droit de mentir si c'est pour préserver la paix des ménages. C'est dangereux. Ça, c'est une bonne. C'est dangereux. On va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est dangereux. Oui. Alors, je sens une sorte de bouffée d'oxygène. Ah, bah, finalement, ça va. Ouais. Ouais. Donc, vous allez voir qu'en fait, effectivement, ça va être durement. Donc, on va voir que ça va être. Alors, c'est même si on éventuellement doit comprendre la logique, ça pose quand même des questions d'honnêteté. Ok, on retient ça dans un coin de sa tête. On peut mentir, tout ça, c'est bien. On revient à notre bracha de Yaakov et on va voir qu'effectivement, mentir, on a vu. Que ce fut lorsque Yitzhak était âgé et en plus il était aveugle, donc sa vue s'obscurcit, donc on a une personne qui est doublement vulnérable, jackpot. Vaïkra Esav Beno, il a placé son fils Esav, son Beno Agadol, son grand-fils, c'est important de le dire parce que pour lui c'est le grand qui veut, parce que c'est par rapport à la bracha,
Je part, c'est justifié si ça a vendu sa bracha. Et maintenant, il y a un petit peu, Mekartaout, il y a un petit peu, il y a un compris sur la marchandise. Mais bon, quoi qu'il en soit, il appelle Esav et il lui dit, mon fils. Et il lui a répondu, me voici. Et il lui dit, voici que je suis maintenant devenu âgé, vieux, Kezakantiv, Loé Daratim. Et on me dit, je ne sais pas quand je vais mourir. Ça renvoie vers un midrash qui disait que Abraham a prié pour la vieillesse et Yitzhak a prié pour la maladie, parce que ce sont des choses qui nous font prendre conscience de la fragilité et de la finitude. De la finitude et de l'évolution aussi. Quelque part, la vieillesse, si on était Benjamin Burton, par exemple, bah oui, ça ne marche pas. Donc maintenant, s'il te plaît, prends tes armes, prends ton, comment s'appelle le carquois, prends tes armes, ton carquois, et va au champ. Attention, en fonction des époques, aller au champ, c'est pas pareil. Et donc, va au champ et Betsuda li tseda, et donc tu vas me chasser pour moi donc du gibier. Vers Selimatamim, tu me feras un plat comme j'aime. Tu me l'amèneras et moi je le mangerai. Et comme ça, j'aurai envie de te bénir avant de mourir. Il y a plein de jolis commentaires là-dessus sur ça. Pourquoi est-ce que pour une bracha, il faut un canal? Bref. Mais quoi qu'il en soit, nous, on nous intéresse plutôt à la phrase qui va suivre. Rivka Shomahat, et Rivka, elle entendait ce qui est entendu par nous. Quand il sera pas là son fils, elle est partie, donc, voyez la Chesav, et ça est parti vers les champs pour les chasser. De son côté, Rivka a Yaakov, Rivka a dit à Yaakov, son fils, ce n'était pas le fils de Israël, bien sûr, Yaakov, son fils, en ces termes, voici que j'ai entendu mon père parler à Esav en lui disant, apporte-moi de la nourriture avant de mourir. Ouais, vous pouvez sourire parce qu'il se prend de belles photos. L'Echna et l'Etson, le Kachli Misham, va donc me chasser, va me prendre des chevaux. Et moi. Les photos partent en Israël. Ah, ça. Donc, va me faire à manger, il va chercher, il va me faire à manger, comme ça je préparerai un truc qu'il aime. Et après, tu l'apporteras et il te bénira avant de mourir. Donc, on est toujours dans le thème de vraiment, juste avant de mourir, c'est vraiment l'idéal. Sur son lit mort, c'est vraiment un truc à faire. Yaakov à Rivka, Yaakov dit à Rivka, sa maman, je ne sais pas. Enesavachi, Ishaïr, d'un côté, pourquoi pas, s'il faut, mais Esav, c'est un homme qui est poilu. Et moi, je suis un homme lisse. C'est la seule question qui s'est posée. Vraiment, il n'y a aucun autre problème. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment le détail technique. Mais au fait, si j'y vais, en termes de voix, on n'est pas exactement pareil. Donc, bon. Évidemment qu'en fait, ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'en fait, l'idée moi je suis lisse et lui il est poilu, c'est deux visions de la vie qui s'opposent. Moi je peux pas me permettre de faire ça parce que moi je suis khalak. Tu sais quand des gens ils manquent khalak Yosef, c'est quoi comment c'est lisse, parce que lisse, moi je suis une personne qui est lisse, je suis une personne lisse, même quand on dit moi je suis une personne lisse, hein, pas sans accroc quoi. Lui c'est une personne un peu lisse quoi. Tu lui parles, bon, il s'habille en beige tout le temps, il fait ses courses, conduit une Prius, voilà, il est fonctionnaire. Bref, mais donc, pour savoir aux acquis comment on peut. Bref, quoi qu'il en soit, donc voilà, il est donc, on imagine que moi lui, c'est un homme des champs, lui, il est capable de faire ça. Lui, vraiment, ça fait des années qu'il manipule, c'est son domaine. Mais moi, je sais pas faire ça, moi, comment tu veux que j'aille me faire passer pour ça? C'est pas bon. C'est important d'ailleurs de comprendre cette phrase comme ça parce qu'en réalité, il y a un vrai tournant qui se passe ici, à ce moment-là. C'est comme si sa mère lui disait, mais bouge-toi, va-t'en l'oïmo. D'accord, t'as compris, t'es lisse, t'es génial, t'es un homme parfait, t'es parfait. D'un autre côté, si tu ne bouges pas maintenant, tu vas avoir des soucis. Donc, elle lui dit une phrase qui restera célèbre, Alaï kilatecha. C'est quoi? D'accord. Va, s'il se passe un problème, c'est sur moi que viendra la malédiction, ce qui plus tard donnera en d'autres termes gréco-allemand, Pshikoupala. Ça veut dire, oui. Ça veut dire, c'est une blague. Non. Pas sûr.
Et donc, c'est-à-dire que je comprends, c'est-à-dire que je suis ton expiation. Je suis donc dire la malédiction, s'il y en a une, elle sera pour moi. Archma bekolim, s'il te plaît, écoute-moi. Et Veda Karli va prendre l'agneau et va faire ce que je te dis. Il est parti, il a pris l'agneau, il l'a mis à sa mère. Et donc, elle lui a préparé le plat parce que Kacher a comme son papa aimait, plein de choses à dire, mais on passe. Elle prend les habits d'Esav, Bena, son fils Agadol, son grand-fils, et elle prend les plus beaux habits et elle habille Yaakov avec les habits d'Esav. On doit se demander, c'est quoi l'intérêt de lui mettre les habits d'Esav? Non, comment? Alors, l'odeur, oui, l'odeur. Mais l'odeur, c'est jamais neutre. Dans la Torah, l'odeur, ça a une symbolique toute particulière. Quand Hachem dit Riach Nichoach, l'Hachem, au contraire, lorsqu'il va vouloir critiquer les sacrifices, il dira au contraire, c'est une odeur qui m'est dégoûtante. L'odeur agréable ou l'odeur dégoûtante, l'odeur, c'est la notion de l'intention. L'odeur, c'est la notion, quand on parle des korbanot Riach Nichoach, que lorsque Noach a fait un sacrifice et c'était une bonne odeur, c'est l'intention qui était l'odeur. Hachem, ne sent pas les odeurs. C'est pas l'odeur du méchoui qui va appeler Hachem. C'est pas l'odeur du machin. Oui, c'est pas l'odeur, on va pas en parler. Donc, c'est pas l'odeur à proprement parler, l'odeur que ça dégage, parce qu'en réalité, quand on nous décrit comment ça pue à des kilomètres dans la scène de Beth Amikdash, ça très mauvais, il y avait une odeur une boucherie. En même temps, c'est une boucherie à ciel ouvert. D'une part, mais en plus, mais c'est même pas ça. C'est surtout le question de brûler. C'est les cendres qui sont mauvais. Donc ça, c'est terrible. Donc en fait, c'est pas ça qui est la bonne odeur. C'est les intentions que les gens apportaient avec leur corban. C'est une manière de se rapprocher de Dieu. Et donc là, effectivement, l'odeur, c'est pas neutre. Quoi qu'il en soit, sur un plan stratégique, pour une personne aveugle, lui mettre les habits, à moins qu'il ait jamais été aveugle avant, il va pas se laisser banner par les habits de quelqu'un, parce qu'il va plutôt toucher le visage, toucher la main, il va pas toucher les habits. Donc, et pourtant, ce qui va se passer, c'est que apparemment, l'habit, ça a quand même un impact, peut-être pour l'odeur. En tout cas, elle lui met l'habit d'Esav sur lui. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire à son fils Yaakov, qui était lisse jusqu'à présent, elle lui demande d'être un peu moins lisse. Et elle va lui plaquer l'habit d'Esav, c'est-à-dire qu'il doit rester lisse à l'intérieur, mais il doit, pour pouvoir s'en sortir, il doit avoir l'habit d'Esav. Il doit avoir le survêtement. Survêtement, pas un Lacoste, mais il doit avoir l'habit, il doit avoir l'habillage d'Esav, il doit avoir le vêtement d'Esav. Il va être Orod Bigdei Ezim, donc ensuite elle l'a préparé, elle a mis même des peaux sur son cou, etc. Je ne veux pas savoir à quoi il ressemblait ça, mais c'est terrible. Bref, elle lui prépare. Oui. À quoi ressemblait Esav? Oui, ouais, t'imagines, il y avait son cou, c'était... Ce soir-là, il devait voir. Et voilà, donc finalement, il va vers son père. Alors, bon, ici, on pourrait marquer un temps sur les ta'amim qui sont intéressants parce qu'on se rend compte que justement, Yaakov fait tout pour ne pas mentir à son père et il essaie de dire le moins de mots possible. Quand on regarde le texte, il est juste inéni. Il dit je suis là, Miatabeni, il dit Anochi et Saber. Je suis, alors on pourrait regarder les tailles encore une fois, mais quand on s'intéresse, il y a un thème intéressant ici, c'est grosso modo, on peut lire de deux manières, soit je suis et savent ton là c'est un mensonge éhonté, soit on lit les tamim et on a un tam passé qui est le kadma qui vient de dire je suis là, virgule, et ça va être ton aîné. Et bon, c'est une manière de jouer sur le mot, manipuler, pour arriver à faire en sorte de se faire passer pour Esav sans trop mentir parce que ça lui chatouille sa morale. Ce qui est quand même rassurant, copain. Il lui dit comment est-ce que tu as fait aussi vite pour aller chasser et revenir et me faire cuisiner? Comment tu as fait? T'inquiète, je mets technique. Il lui dit pas ça, mais on comprend le texte. Et il lui dit viens que je te touche. Ça me paraît bizarre tout ça. Donc il vient que je te tâte, donc il le tâte, comme ça il s'était pas rasé comment. Et donc il lui dit tiens, ça ressemble un peu à Esav tout ça. En plus tu as des peaux. Vraiment c'est une très belle imitation d'Esav. Et lui il n'a pas reconnu parce qu'il avait la peau d'Esav. En gros, si on reprend l'idée de l'habit d'Esav, il n'a pas reconnu Yaakov dans ce comportement parce que c'était pas du tout l'image de Yaakov. C'est impossible que Yaakov puisse faire un truc pareil. Parce que Yaakov, c'était pas du tout il n'avait pas l'habit d'Esav, il n'avait pas donc la surcouche d'Esav. Il avait l'odeur, le poil, mais il n'avait pas la voix.
Alors justement, la voix, c'est intéressant. Et c'est bizarre. C'est bizarre ce qui se passe, que dit Yadin et Esav, Yaakov. Et il dit, c'est bizarre parce que la voix, j'entends la voix de Yaakov, mais les mains, je vois les mains d'Esav. Et là, on a un très célèbre commentaire qui dit que tant que la voix reste la voix de Yaakov, les mains restent les mains de Esav. Mais lorsque Yaakov essaye de se faire passer pour Esav, dans ce cas-là, la voix devient celle de Esav. Ça veut dire qu'en fait, les deux se partagent le monde. L'un, sur le plan spirituel, il a une démarche intellectuelle et spirituelle, c'est Yaakov. À Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov. Et bien, il y a une idée Esav. Par contre, les mains, l'action, c'est plutôt Esav qui a l'ascendant. Et donc, il dit, tant que Yaakov continue à posséder sa voix, parce qu'il n'a pas à craindre les mains de Yaakov, il peut même s'habiller comme Esav. Il n'a pas à craindre les mains de Esav. Par contre, lorsque la voix de Yaakov n'est plus celle de Yaakov, dans ce cas-là, Esav peut reprendre l'ascendant également sur le plan spirituel et intellectuel. Ça veut dire qu'il faut qu'on ne dévie pas de la voix VOIE qui est la nôtre. VOX. Oui, mais voilà. Alors, le VOX et la voix VOX, c'est donc notre voix VOIE, c'est de s'allier de sa voix VOX pour sur les bonnes règles. En fait, d'exister par la voix VOX, c'est-à-dire par l'étude, et ne pas se cacher derrière les mains. Maintenant, regardez, pour comprendre ces questions de Yaakov et surtout surtout de comprendre un peu cette bizarrerie de se dire que Yaakov a pu faire un truc pareil, et même Rivka aussi d'ailleurs. Je vais renforcer cette question qui est déjà suffisante elle-même en disant qu'on a un passage, quand même gros comme un camion. C'est pas le passage qui est gros comme un camion, c'est l'idée qui va avec. Mais elle n'est pas grosse comme un camion vraiment, en fait, c'est une image. Non, parce qu'il y a des camions qui sont gros, mais là, du coup, les pieds. Quoi qu'il en soit, on a un passage dans Miché qui nous dit Titen Emet Yaakov. C'est le beau passage qui dit Titen Emet Yaakov, Chesed Abraham, donne la vérité. Alors, littéralement, ça veut dire tu témoignes ta fidélité à Yaakov et ta bonté à Abraham. Mais en fait, ça c'est la manière dont on a le traduire. Mais quand on prend les mots tels qu'ils sont, Titen, tu donnes, émettre ta vérité à Yaakov. Yaakov est le porteur de ce qui représente la vérité. Yaakov, c'est l'incarnation de la vérité. On a vu comme incarnation de la vérité, comme plus incarné. Et l'incarnation de la bonté, c'est Abraham, ça c'est bon. La bonté Abraham, ça c'est bon. Mais l'incarnation de la vérité, Yaakov, on a vu 2-3 trucs qui nous poussent à l'imaginer différemment. Donc, le droit d'aînesse, pas mal. La bracha, pas mal. Lavan, comment il a réussi à lui siphonner toute sa richesse en l'espace de 7 ans, pas mal aussi. Donc, on n'a pas l'impression que l'incarnation de la notion de vérité, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'apanage de Yaakov. Yaakov, d'ailleurs, qui a changé de nom en cours de route. Yaakov qui s'appelait Yaakov et qui est devenu Israël. Yaakov, pour devenir Israël, il a besoin de se battre contre l'ange, certes, mais se battre quand même. Et donc, cette transformation, elle commence avec sa maman, qui commence à lui dire, mon ami, si tu veux arriver quelque part, il va falloir que tu changes de perception. Tu es dans un monde, tu ne suis pas Ishtam Yoshev Olim, Yaakov, c'est le garçon parfait qui est tué toute la journée, tu es gentil, mais ce n'est pas la vraie vie. C'est bien, mais ce n'est pas la vraie vie. Ça veut dire qu'en fait, tu étudies, c'est excellent, mais par contre, si tu veux survivre dans le monde de Esav, il va falloir que tu prennes au moins la vie d'Esav. Je ne dis pas le cœur de Esav, mais au moins la vie d'Esav. Il faut au moins qu'à l'extérieur, tu sois capable de te défendre. Tu es en train de dire que tous les barorim et tous les étudiants de Yeshivot, il faut qu'ils abandonnent? Je suis en train de dire que le monde de Yeshivot, c'est un monde idéaliste. Et donc, non, je dis pas ça, c'est un monde idéaliste. Et c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient idéalistes pour porter le monde vers un idéal. Mais on a aussi besoin de personnes qui soient ancrées dans le monde concret aussi. On a besoin des deux. On a des personnes qui tirent le monde vers un idéal. On a des personnes qui font le lien entre l'idéal et le réel. Et Yaakov, il représente justement Emet, c'est-à-dire Tif Eret, c'est-à-dire l'équilibre. L'équilibre entre l'idéal et le concret. Quand il est jeune, il ne vit que dans l'idéal. Oui, moi, je suis mon président. La vodka est tiède, c'est pas fou. Alors, non, ça va, c'est ma faute. J'aurais moins parlé, j'aurais plus bu. Quoi qu'il en soit,
Donc, Yaakov Ishtam au Shavolim, à la base, Yaakov, il naît et grandit comme étant un garçon qui est gentil, il est parfait, il est beau, et il est dans sa tente. Il est dans ce monde. Peut-être qu'il est autiste, mais il est dans ce monde. Et donc, c'est, d'ailleurs, comment on traduit? On traduit par Yishtam, quand vous voyez la traduction, c'est un homme parfait ou inoffensif ou gentil, etc. Et qui vit sous la tente. Dans la tente, il est dans sa bulle. Mais c'est une bulle qui est pas dans le monde. Il faut une transition. Merci. Et cette transition, elle lui vient de manière assez violente et c'est sa mère qui le plonge dedans. Ah, mais peut-être que je vais reparler, ça ne sert à rien. À la fin. Allez, c'est organisé, là. Il y a un roulement, parce qu'il y a un roulement de vodka ici, en fait, c'est impressionnant. C'est il n'y a pas de orange, si quelqu'un veut une vodka ou un jus d'orange, je peux vous dire, je vous sers. Voilà, c'est un spring, tout ce qu'il y a de jus d'orange. Bref, donc on a d'ailleurs, j'ai vu une personne qui avait écrit un cours dans ça qu'il avait appelé 50 nuances de vérité. Je trouvais ça un petit peu osé. Par rapport à la vérité, hein, pas par rapport aux nuances. Bref, quoi qu'il en soit. Tu veux de la vodka? En fait, ici, il y a un barman, il y a de l'alcool qui me sort tout ça. C'est impressionnant. Bref, je continue avec vous parce que ici, ils sont dispersés. Donc, on a premier texte qui nous dit que Yaakov, il est avec Ishtam, il est pas fait, mais il est un petit peu dans sa tente. Enfin, c'est pas un petit peu, il est dans sa tente. Et on a le texte qui nous dit Titan Emet Yaakov, que Yaakov, c'est l'incarnation de la vérité, de l'équilibre. Ok, bon. Et ça, c'est donc dans le texte de Micha. Yaakov, c'est un homme qui grandit avec des valeurs, il a des droits, il est dans l'étude, il est dans l'esprit. Mais pour devenir Israël, il faut qu'il apprenne à combattre, puisque finalement, ce n'est que en combattant Esav qui va devenir Sarita Imlokim parce que tu as combattu, tu as lutté. C'est dans la lutte, dans l'adversité, dans l'exposition à l'autre, qu'il va pouvoir devenir Israël. Donc, on a une évolution depuis Yaakov. Comment? Oui, avec les gens aussi. Et avec Laban aussi. Tu as combattu avec Dieu et avec les gens. Et tu t'es maintenu. Donc Yaakov, c'est celui qui combat aussi. Mais pour arriver de passer à Yaakov et à Esav, Yaakov qui est celui qui talonne et qui est en train de prouver celui qui peut être. Et donc, il a besoin de passer par cette étape-là. Cette étape-là, c'est sa mère qui l'a introduit dedans, puisqu'elle lui met le vêtement d'Esav. C'est-à-dire qu'il a besoin, Yaakov, pour être dans ce monde-là, de passer du monde de l'idéal au monde du réel, du concret. Et Esav, lui, s'est accaparé le monde du réel. Donc, il vit à travers lui et c'est devenu le sien. Lui, il vit pour combattre et il transforme la réalité à son image. Yaakov, s'il veut arriver à être dans ce monde-ci aussi, il faut qu'il mette au moins l'habit d'Esav, c'est-à-dire le vêtement, moins l'extérieur qui puisse arriver à pouvoir entrer dans le monde d'Esav pour pouvoir y survivre et ensuite éventuellement l'influencer. Et donc ça, c'est pour ça que quand est-ce qu'il obtient ce nom-là? Juste avant, quand il combat l'ange d'Esav, juste avant qu'il le rencontre, parce qu'il arrive à se mesurer à lui. Même dans le monde d'Esav, il arrive à subsister. Il n'arrive pas à vaincre, il arrive à se maintenir, il arrive à exister. Il est un pied dans les deux mondes, c'est pour ça qu'il est dans l'équilibre. Il est un pied dans le monde de l'étude dans lequel il a grandi, et ensuite un pied dans le monde du concret dans lequel il va devoir survivre s'il veut devenir Israël. Ça sous-entend que nous sommes condamnés à ne pas vaincre. Ça sous-entend qu'on n'a pas besoin de vaincre. On n'est pas condamné, on n'a pas besoin de vaincre. Personne ne demande de vaincre, on a juste besoin d'être qui on est. Et d'ailleurs, on n'est pas prosélyte, on n'est pas dans le combat, on n'a jamais été dans le combat. Et les gens, ils veulent croire ce qu'ils veulent. Mais on doit avoir un contenu qui est celui de Yoshev Olim. C'est pour ça qu'on a besoin de ceux qui sont les Yeshiva. Un contenu, un cœur qui puisse être Yoshev Olim, qui est dans l'attente, qui est dans l'étude. Mais pour arriver à survivre dans le monde Wild West, dans le monde sauvage, il faut arriver à avoir au moins les mains des sables, au moins l'habit qui nous permet de pouvoir nous maintenir dans ce monde-là également. On ne peut pas rejeter le monde et faire comme s'il n'existait pas. On n'a pas d'idéal monastique. Par les Yeshiva. Alors, l'idéal
défense. Vayashev Hashem, là, en fait, on a un autre passage qui nous dit que justement qui nous explique cette logique-là de pouvoir se maintenir dans le monde. Un passage des Teilim, dans lequel on voit qu'en fait, il faut réagir par rapport à la personne qui est en face. Et c'est ce que Yaakov dit à Rachel quand il va la rencontrer. C'est mon frère. Quand elle lui parle de son père, elle lui dit fais gaffe. Elle dit non, c'est mon frère. S'il se comporte avec moi, c'est mon frère de sang parce que c'est mon oncle. S'il se comporte avec moi avec ruse, il sera mon frère, je serai son frère dans la ruse aussi. Donc en fait, il apprend dans cette transition, il apprend simplement à pouvoir s'adapter en fonction de la situation. Et c'est un passage des Télim qui dit Vayashev Hashemni ketzidki kevor yadai lenegadainav im chassid titrasad veim gevartamim titamam. Avec celui qui est chassid, avec celui qui est aimant, tu te comportes avec amour. Avec celui qui est loyal, tu te comportes avec loyauté. Im navar titbarar veim aikesh titpatal. Donc, avec ceux qui ont le cœur pur, tu seras sincère, mais avec ceux qui sont pervers, tu seras artificieux. Là, tu es capable également. Comment ? Exactement. En fait, quelque part, une sorte de reflet. Donc, il y a de pouvoir réagir en fonction de la personne qui est juste en face. Donc, avec celui qui est chassid, tu comportes en chassid. Avec celui qui est ramaï, tu te comportes en ramaï, c'est-à-dire il faut savoir lire à travers le jeu de perversité. Je reprends le passage qu'on avait laissé en jachère, qui était la notion de Gadol Shalom. La paix, c'est bien, et d'ailleurs, on peut mentir. La paix, c'est tellement bien qu'on peut mentir pour pouvoir maintenir la paix, et on cite donc le passage de Bereshit quand Akadosh Baruch Hu dit que Sarah a dit qu'elle était vieille, alors qu'en fait, elle avait dit que son mari était vieux, pour ne pas briser la paix des ménages. Donc, on reprend un passage que j'ai déjà cité dans les cours de pensée juive, parce qu'il est vraiment chouetouné, je pense que c'est le terme précis, dans lequel on voit, oui, c'est comme chouette, mais genre c'est le mignon. C'est un lien entre mignon et chouette, c'est chouette. Donc, on a un passage dans les Trédi Yamamot, qui est un passage qui est long et qui dit effectivement Gadol Shalom, Mutar lo ladam leshalom bidvar Shalom. On a le droit de mentir pour la paix. Donc, d'où est-ce qu'on le sait? Parce qu'on a un passage dans Bereshit, il dit donc Avicha Tziva, qu'en fait on voit que les frères entre eux, ils utilisent à la toute fin de Bereshit, après la mort de Yaakov, les frères viennent voir Yosef et il dit non, papa, il a dit que tu ne devais pas nous tuer, d'accord? Parce qu'en fait, ils l'ont vendu et tout ça. Et donc là, ils sont à la fin, toute fin, et maintenant, le papa, il est décédé, et donc maintenant, il n'est plus là pour les protéger, ils ne savent pas comment il va réagir. Papa, il a dit tu ne le tues pas, ok? Alors qu'en fait, il est réel. Donc, ils avaient le droit de dire ça parce que si c'est pour préserver l'harmonie, un petit mensonge, parfois, c'est préférable à une grande catastrophe. Après, c'est une question de timing. Mais bon. Et c'est pas le seul endroit. C'est pas le seul endroit. Et c'est également écrit à Kadosh Baruch Hu, c'est le texte qu'on a cité tout à l'heure. Kadosh Baruch Hu lui-même, il a dit, va Adoni Zaken. Et elle a dit, mon mari est vieux. Et Dieu, il a dit, va Nizakanti. Ça, ta femme a dit, moi, j'ai vie. Donc, on a apparemment un blanc-seing. Si c'est pour la paix, secourir, pas créer un paix des ménages, la paix, allons-y, c'est la fête. Le seul problème, c'est que où est-ce que s'arrête la limite? On a un passage dans le Yamamot toujours, un peu plus tôt, qui est génialissime. C'est lui qui est choupiné, qui est chouette, comme vous voulez. C'est lui qui est chouette. C'est un passage, on a Rabbi Chia. Vous connaissez Rabbi Chia, peut-être pas. En tout cas, Rabbi Chia, c'était le fils de Rav. Rav, c'est qui? C'est pas un Rav, c'est un monsieur qui s'appelle Rav,
qui est donc un auteur de la Gemara. Et on a un passage dans la Gemara qui nous dit que ça allait pas très bien avec sa femme. C'était un peu, il y a un peu de l'eau dans le gaz. Chose qui peut arriver même au meilleur. Et ça allait tellement pas bien que elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, pas nécessairement toujours dans les roues, mais aussi dans les roues. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est que elle lui faisait, vous connaissez peut-être cette histoire, elle faisait exactement l'inverse que son fils devait faire, que son mari devait faire. Donc, on est assez anecdotique. Quand elle lui disait prépare-moi des lentilles, elle lui préparait des pois. Quand elle lui préparait des pois, elle lui préparait des lentilles. C'est une image pour vous dire, en gros, elle était volontairement alors, ça dépend. Si on aime vraiment les petits pois, Oui, ça peut être passe. sympa. Mais du coup, lui, il n'aime pas ça. Comment? Il avait qu'à demander l'inverse de ce qu'il Mais exactement, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Et seulement, Comment fonctionne son épouse? Voilà. il pourrait faire. Voilà, vous avez compris l'idée, manipuler ça, c'est vraiment vous êtes bon dans le thème. C'est parfait. Donc, mais lui, comment ça s'appelle, Rav, il veut pas tellement lui, et il se dit non, je préfère, c'est un peu idéaliste comme ça. Non, moi je pense qu'il faut être droit, tout ça. Ah, les gens, c'est vrai. Et donc, il dit, moi, je pense qu'il faut être droit. Et donc, à chaque fois, il dit, bah, tant pis, c'est ma faute. Bon, ça va pas bien. Il faut qu'on aille voir une thérapie de couple. Il y a de la place, je sais rien. Et donc, il faut qu'on aille le voir. Tout ça, on va arranger tout ça. Seulement, ils ont un fils. Il s'appelle Ria, qui est futé. Et Ria, lui, il voit ce qui se passe. Il voit bien, mais dis-lui l'inverse. Voilà, elle écoute. Dis-lui l'inverse. Ça va passer. Et non, je ne veux pas trop. Il dit, OK, c'est quoi? Donc, lui, ce qu'il faisait après son mari, il dit, écoutez, je pense que vous avez des petits problèmes de couple. Moi, je propose de faire l'intermédiaire entre vous deux. Et quand ça ira mieux, vous reprendrez la main. Et donc, à partir de ce jour-là, il a pris la décision de se mettre entre les deux. Et donc, il allait, quand son père lui demandait quelque chose, ah, tu veux manger des pois? Très bien. Il va voir sa mère et dit, en fait, il adorait que tu ne lui fasses pas des pois. Et donc, sa mère, elle lui faisait des pois pour l'embêter. Et lui, il était content. Oh là là, merci pour l'attention, c'est gentil. Et il mangeait avec beaucoup de bienveillance le plat qu'on lui préparait. Mais alors, comment? Il s'est jamais marié, Attends, c'est pas fini. Donc, oui, donc ravi. Donc, et au début, il est content, vraiment, elle fait tout comme moi, c'est génial. Et c'est ce que la a dit. Elle va voir son fils, il dit, c'est marrant, depuis que c'est Ria qui a pris le relais, franchement, nos relations se sont améliorées. Elle a dit ça. Et donc, il dit, mais c'est vrai, ça, c'est depuis qu'il a pris la main que ça s'est amélioré. Donc, Ria vient ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que depuis que c'est toi qui prends la main, ça va mieux? Il dit, parce que depuis que c'est moi qui prends la main, je dis l'inverse, comme ça se passe bien. Alors, il dit, écoute, tu as le droit. Techniquement, tu as le droit. Ce ne sera pas le premier à avoir fait, Dieu l'a fait, donc tu as le droit. Mais j'aurais préféré avoir eu cette idée moi-même. Donc, quelque part, il dit, tiens, si j'avais rencontré un bon conseiller, j'aurais préféré avoir cette idée. Moi, si je l'avais fait moi-même, j'aurais le droit, et de cette manière, on aurait pu faire quelque chose. Mais que tu le fasses toi, c'est un problème. Que tu fasses toi, c'est un problème parce qu'il y a un problème qui est fondamental, qui est que quand on légitime un comportement déviant pour une bonne raison, après, il s'installe et on ne peut plus ensuite revenir en arrière. Même si c'est installé pour une bonne raison, à force, avec le temps, mais non, c'est juste une fois, ça a duré une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, à un moment donné, tu vas prendre l'habitude tout simplement de dire que si c'est pour la bonne raison, ça va. Et tu vas toujours trouver des bonnes raisons et ça ira toujours. Et le problème, c'est que tu ne peux pas, dans ce contexte-là, tu ne peux pas le faire. C'est intéressant parce que ça va être développé vis-à-vis de la halakha, ces questions. Ça va être développé de manière, on va comprendre de ce passage qu'en réalité, si le mensonge est exceptionnel, ponctuel, alors c'est différent de s'il est systémique. C'est un mensonge qui est nécessaire pour que le système fonctionne. Il est nécessaire, ça par contre c'est un problème. Le verset qu'il cite, c'est un passage de Jérémie dans lequel du prophète Yirmiyahu, dans lequel il est écrit, donc il s'adresse au peuple d'Israël, il parle du peuple d'Israël, et il dit en fait, vous avez arrêté de respecter aucune conscience, aucune loyauté et aucune vérité. Maintenant, vous ne faites que mentir.
Et donc, c'est plusieurs versets qui s'enchaînent les uns les autres. Ish mereu, ish mereu, vechol, on n'a plus moyen de faire confiance l'un contre l'autre. Il n'y a plus personne qui dit la vérité. Ne mettez votre confiance dans aucun frère, parce que chacun essaie de tromper l'autre, chacun commence à dire du mal de l'autre, et chacun agit du pire. On parle de la génération qui a précédé la destruction du Beth Amikdash. Les uns se dupent les autres, ils parlent sans franchise, ils ont habitué, c'est ça la phrase dont ils parlent. L'imedou leshonam daber sheker, ils les ont habitués, ils ont enseigné à leur langue à dire des mensonges. Ils utilisent leur génie pour faire le mal. Des hommes politiques. Je rejoins complètement. Et donc, effectivement, ici, l'idée, c'est d'habituer, d'enseigner. Le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça et qui s'installe comme ça, c'est quelque chose avec lequel on s'habitue. Et au début, on s'habitue peut-être pour de bonnes raisons, mais ensuite, dès l'instant qu'on a perdu, entre guillemets, la pureté de langage, à partir du moment où on s'est habitué à pouvoir marquer la vérité dès l'instant qu'on en avait besoin, même si c'est utile parfois, le problème, c'est que notre esprit il n'est plus façonné, tranché pour ne coller qu'à la vérité. C'est le problème donc l'imdou. Ils se sont habitués, ils se sont enseignés. Le Maharsha commente ce texte-là de la Gemara en disant même si dans ce contexte-là, c'était logique et même opportun de dire du mensonge pour faire en sorte d'honorer son père et faire en sorte d'atténuer, mais que chez l'eau, Yargil Adam Bekar, de peur qu'on s'habitue à le dire, alors, malgré tout, il y a une interdiction qui vient supplanter le Kavet Avicha, qui vient supplanter le Shalom, qui est le problème, c'est que tu te perds en cours de route. Tu as trop à perdre par rapport à ce que tu viens conserver. Une halakha qui est tirée de ce passage, dont il y a Shem Shlomo, dans le livre de halakha, qui nous dit Din de mutar les choses d'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit de mentir? Et c'est même non seulement un droit, mais une obligation, un devoir. Davka Ba'akrei, ce devoir-là de mentir lorsqu'on en a la possibilité pour conserver. À la base, quand on parle de conserver la paix, on parle aussi de conserver l'harmonie entre les peuples. Si on a moyen d'éviter une guerre, par exemple, en disant mensonge, bah, vas-y, éclate-toi, on ment tout ce qu'il faut. Mais on a, oui, tu restes sur le politique, tu as raison. Donc, quand on a la possibilité d'éviter une guerre avec un mensonge plus, vas-y, ment autant qu'il faut. L'enjeu, il est trop important. Quand tu as la possibilité de sauver un couple avec un mensonge, s'il y a possibilité de le sauver, bon, même si après, il faudra s'arranger avec, bon, ça peut se réfléchir. Mais là, le Yam Shlomo dit, on apprend de ce passage-là, la Gemara, qui est Dafka Be'akrei. La loi qui nous apprend qu'il est permis de mentir ponctuellement, que c'est même un devoir, c'est uniquement lorsque c'est akrei, lorsque c'est quelque chose qui est exceptionnel. Val Ben Aviv les Imo, maintenant, si c'est quelque chose qui est systématique entre son père et sa mère, eh bien, là, par contre, ça ne peut pas le justifier. Et d'ailleurs, un dernier texte qui est assez génial aussi, on a une autre halakha qui va dans le même sens, qui est l'interdiction. Il y a une interdiction dans les halachot loulav, une interdiction d'offrir son loulav à son fils ou à un enfant qui n'est pas par mitzvah. On verra un enfant qui dit, tu veux me passer ton loulav, s'il te plaît, je vais faire la mitzvah avec. Tiens, je t'en prie, mon fils, prends-le, je te le donne. Pourquoi est-ce que c'est interdit de faire ça? Parce que techniquement, un enfant il n'a pas la capacité légale de posséder quelque chose. Ce qu'il possède, ce sont ses parents qui le possèdent. Donc, s'il veut faire la mitzvah, il faut qu'il possède l'objet, mais il ne peut pas le posséder. Donc, quand lui, le père, il a besoin du loulav et qu'il dit je le donne à son fils, enfin, en réalité, dans sa tête, il ne le donne pas vraiment. Il sait que il va quand même le posséder. Donc, il ment à son fils, mais c'est un gentil mensonge. C'est un gentil mensonge pour que le fils il apprenne. Et le problème, c'est que ce faisant, on est en train de transgresser la mise en garde dans le prophète Jérémie qui était, ils ont appris à leur langue à dire des mensonges. L'enfant, quand il va apprendre cette halakha, quand il va savoir qu'en fait, il n'est pas capable de posséder, qu'est-ce qu'il va savoir? Il va savoir que son père lui a dit qu'il pouvait avoir le loulav, donc il lui a menti pour la bonne cause. Donc on peut mentir pour la bonne cause, c'est cool. Et il y a même une autre halakha dans ce même domaine qui est le passage de la Gemara, le passage de la Gemara qui est
quand on promet quelque chose à un enfant, on a l'obligation à la règle de lui donner. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, ouais, celui qui va faire un concours, celui qui gagne le concours, je vais lui offrir, un drone. Tiens, j'ai un drone à offrir aux enfants du Talmud Torah d'ailleurs. Bref, on va lui offrir un drone et parce que donc celui qui aura réussi la meilleure réponse, il aura ça. On n'a pas le droit de le dire et de ne pas le faire. Parce que ce faisant, si on le dit et qu'on ne le fait pas d'ailleurs, même si c'était absurde, à partir du moment où on fait ça, c'est pas tellement la question qu'on a dit un mensonge, c'est qu'on a appris à mentir aux gens. C'est possible dans un contexte, c'est justifiable, on peut admettre que dans un contexte, on peut le faire. Quand on est formé et protégé intellectuellement et qu'on a une situation précise, là, on va faire le choix de cacher la vérité ou de déformer la vérité pour une raison précise et qu'on est déjà construit intellectuellement, là, on peut admettre que dans ce cas précis, Gadol Shalom, la paix, ça a un coût. Parfois, on peut arriver à faire ça, même si d'ailleurs, il y a toujours un risque. Si par contre, on est face à une personne, comme un enfant par exemple, qui a encore besoin de façonner son lien à la vérité, de pouvoir s'y accrocher de manière invariable et pour pouvoir ensuite se protéger, là, vers ce type de personne-là, il y a un réel danger parce qu'on va lui apprendre, avant même qu'il ait acquis ces protections-là, on va lui apprendre la possibilité de traiter la vérité comme n'importe quelle autre valeur, ce qui est véritablement criminel, en particulier chez les enfants. Donc, je reprends les passages qu'on a vus dans la Torah. On a effectivement, dans notre paracha, des passages qui, a priori, à minima, vraiment trop se casser la tête, devraient nous faire sauter au plafond, tellement c'est antipédagogique au possible. Donc, ces passages-là sont notamment le passage où on a Yaakov qui est en train de profiter de la faiblesse d'Ésav pour lui acheter sa Péphora. Et c'est pourquoi ces passages-là, il ne faut absolument pas, au grand jamais, les enseigner tels quels. Pas enseigner à un enfant, voilà ce qui s'est passé, et ça avait été méchant, donc Yaakov, il a profité de lui, c'était vraiment un idiot, t'as vu? Donc Yaakov, il a pris le dessus parce que Yaakov, c'est le bien, et Ésav, c'est le mal. Et le bien, il peut tout faire pour faire triompher le bien, et le mal, il faut tout faire parce que le mal, c'est mal, et le bien, c'est bien. Donc, à part enseigner l'art de la platitude à un enfant, on ne va rien faire d'autre. Donc, la manière qu'on va avoir d'aborder ce texte-là, c'est avec le judaïsme, c'est-à-dire avec le commentaire qui l'accompagne. On ne nous a pas donné un texte vide, on ne nous a pas donné un texte nu, on nous a donné un texte qui est accompagné d'une tradition orale. Ce texte-là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il n'est pas en train de nous dire que Yaakov a arnaqué son frère Ésav, il est en train de nous dire que Ésav, c'était une personne qui avait abandonné toute volonté de continuer l'héritage d'Abraham, puisque le jour de sa mort, il est parti commettre un meurtre. Donc, on est devant une personne qui a abandonné cette volonté. Et Yaakov, à ce moment-là, il est en train d'honorer son père. Et lorsqu'il fait face à Ésav qui est en train de salir les moissons de son père, il est en train d'essayer de le faire prendre conscience. Faire prendre conscience, il lui dit « Mechera chayom » prends conscience de ce qu'est le jour d'aujourd'hui. Parce qu'il faut vivre chaque jour comme un damier, pas la papa. Et donc, prends conscience de ce qu'est le jour d'aujourd'hui et qu'en réalité, demain a une conséquence. Donc, c'est en réalité le débat qui est en train de se jouer ici. Débat de deux philosophies qui vont s'affronter au cours de l'histoire. L'une qui est en train de dire on ne vit que pour l'autre et que pour demain, et l'autre qui est en train de dire je vis d'abord pour moi et pour aujourd'hui. Donc, il dit qu'est-ce que j'en ai à faire de ton héritage? Moi, si je meurs aujourd'hui, je n'aurai rien gagné. Donc, on a deux philosophies qui s'affrontent. Le véritable message de ce passage, c'est celui-là. C'est la confrontation de deux philosophies, d'aujourd'hui contre demain, de l'autre et le soi. C'est ça qui est en jeu ici. Ce n'est pas une question d'en plat de lentilles. Lorsqu'on avance et qu'on arrive au passage de Rivka et de Yaakov, Rivka, ce qu'elle est en train de dire à Yaakov, c'est que Ésav a façonné son monde à son image. Il est un monde qui est un monde pas uniquement cruel. Il a un monde de la loi du plus fort, et encore, il est un monde du moi qui surplombe toutes les autres valeurs. Et ce moi-là justifie absolument tout. Rivka est en train de dire à son fils Yaakov que si un jour il veut faire en sorte que, là j'ai envie de citer Pokémon, que la vérité triomphe, eh bien il a besoin
ou d'autres, je me dis que d'autres gens plus intéressants disent ça aussi. Non, donc, il a besoin de prendre conscience de la vérité du monde qui l'entoure. Même si la vérité évolue, et le monde, plutôt la réalité évolue, le monde qui l'entoure évolue, il ne peut pas lui rester dans sa tour d'ivoire et attendre que le monde arrive à son niveau. Il a besoin de s'entourer de la réalité, même si c'est la réalité, c'est celle que Esav a instituée. Et donc, la démarche qui a lieu à ce moment-là, c'est qui hérite de l'avenir du monde? Est-ce que c'est celui qui façonne le monde à son image par le moi, ou est-ce que c'est celui qui va lutter pour l'avenir, pour façonner l'avenir? On est encore dans la même lutte qui avait lieu quand il était jeune. Esav fait en sorte que le monde se plie à ses exigences. Il aveugle son père. L'idée de l'aveuglement de Yitzhak est très forte. Donc en fait, son père est devenu aveugle, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il va aller jusqu'à aveugler son propre père pour faire en sorte que tout le monde puisse coïncider avec sa vision du monde, alors que Yaakov, lui, reste dans cette tour d'ivoire de l'idéal. Mais si on veut faire en sorte que demain puisse embrasser un idéal, alors il faut d'abord se parer de la réalité d'aujourd'hui. Si on nie la réalité d'aujourd'hui, demain n'existe pas et hier disparaîtra aussi. Donc ça, c'est la bénédiction d'Yitzhak. Elle s'articule dans ce combat-là. Rivka, elle vient d'un monde d'Esav, donc elle est capable de voir à travers ce monde-là, et elle voit en Yaakov une capacité à pouvoir façonner le monde de demain. C'est pour ça qu'elle intervient et qu'elle lui demande d'intervenir. Lorsque Yitzhak répond à Kol Yaakov et Esav, je perçois la voix de Jacob mais les mains sont celles d'Esav, il est en train de se rendre compte de la démarche de Rivka, qu'un monde où on arrive à faire en sorte que l'action soit celle d'Esav, mais que la réflexion, la spiritualité soit celle de Yaakov, c'est un monde qui n'avait pas été envisagé jusque-là et qui a une nouvelle proposition. Et c'est ça qui va venir. Il va dire, c'est étrange, c'est une nouvelle manière de voir, l'odeur qu'il va sentir. Certains vont penser que c'est effectivement l'odeur de Esav, d'autres vont penser que c'est l'odeur du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un monde dans lequel, le monde à venir, c'est un monde dans lequel on a réussi à tirer le meilleur parti de la réalité, de la capacité à façonner le réel de Esav et d'y instiller l'idéal de Yaakov. Lorsque l'idéal de Yaakov et le concret d'Esav se réunissent, à Kol Yaakov et Esav, là on est dans un monde que Yitzhak peut venir et un monde qui peut advenir. Donc c'est dans ce combat-là que Yaakov et Esav se situent, et c'est dans ce combat-là que Yaakov finalement va pouvoir vaincre, ou en tout cas mener un combat et devenir Israël, celui qui a réussi à avoir un idéal, à combattre pour lui, à se maintenir vis-à-vis du monde en bas, vis-à-vis du monde en haut, et créer l'équilibre. C'est pour ça que Titen Emel et Yaakov donne l'équilibre, la vérité, c'est celle qui appartient à celui qui se situe dans l'équilibre. Comment entre les deux, voilà. Voilà, c'était la réflexion du soir. Qu'elle soit donc Leilou Nishmat Raoul Verdu. Et on remercie donc ceux qui nous ont suivis également par Zoom ce soir. Vous avez raté du hareng, un festin, d'ailleurs un festin. Là, on ripaille. Il est ici, il y a une tête de veau qui est plaquée au plafond. C'est un sur le tableau de chasse, c'est assez impressionnant. Comment? Là, on est à 5-7 mètres de hauteur sur le plafond. D'ailleurs, on pourrait imaginer une mezzanine, c'est dommage. Ouais, voilà, les amis, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et si vous adressez vos remerciements à Philippe pour son invitation, Nous, ce sera en janvier. En janvier? Très bien. Donc, dans 2 mois, rendez-vous chez les Rosenthal. Moi, j'ai pensé faire ça le 24 décembre au soir. Si vous avez un gibier, par exemple, ça peut être tout cas. Les failles. Ouais, en janvier. Ouais, en fait, vous êtes toujours là ou je parlais tout seul depuis tout à l'heure? On va dire que oui, on va dire que vous êtes là. C'est plus rassurant. Si, je suis là, monsieur le rabbin. Mais bonsoir. J'ai fini mes cours à 8h15. Oui. Je me suis connectée dans la rue. C'est pour ça que je n'ai pas mis la caméra.
Hein? Vous êtes entendre, ça va? Oui, oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à tous et à Bonne toutes soirée. et tous. Et à très bientôt. En remerciant David. Merci, M. Fitoshi. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ah ouais.